L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Septembre 1849. Il est minuit. Dans l'obscurité de la nuit et le vent frais de cette soirée d'été, une jeune femme noire regarde une dernière fois derrière elle avant de s'élancer dans les chemins sinueux des routes de l'État américain du Maryland. En s'enfuyant des plantations, elle espère tourner le dos à sa condition d'esclave, qui l'a réduit à être traité comme un objet en raison de sa couleur de peau. Elle espère enfin briser ses chaînes pour atteindre son seul objectif, la liberté. Cette jeune femme, elle s'appelle Harriet Tubman. Son avenir, elle l'a souvent fantasmé, même s'il lui est difficile d'imaginer un monde où elle est libre. C'est pourtant cette possibilité qui la guide. Éclairée par la seule lumière de la lune et des étoiles, Harriet avance à l'aveugle, mais d'un pas déterminé. Transcendée par une ténacité inébranlable, elle ne peut plus reculer. Il est bien trop tard. Elle est convaincue que ce soir, elle ne sera plus esclave. Ce soir, c'est le début du reste de sa vie, c'est certain. Harriet Tubman ne le sait pas encore, mais cette évasion écrit le début de sa légende. Nous sommes en septembre 1849. Il est presque minuit. Et c'est l'heure H de mon histoire. Le silence de la plantation est assourdissant, à tel point qu'Harriet Tubman entend battre son cœur. D'ailleurs, dès que le silence est interrompu par des bruits d'animaux ou du vent dans les arbres, la fugitive sent son cœur lâcher. Elle est terrorisée, car elle est bien consciente des risques qu'elle prend ce soir. Elle ne préfère même pas imaginer le traitement inhumain qui l'attend si jamais elle se fait rattraper par ses propriétaires. Elle a déjà vu d'autres esclaves fugitifs se faire corriger par des maîtres sadiques et elle le sait. Il faut mettre ses peurs de côté et foncer sans flancher vers son avenir, loin des plantations et de la servitude. Elle ne peut plus reculer. Il est trop tard. Rebobinons un peu le fil de la vie de notre héroïne en fuite si vous le voulez bien. Comme pour la plupart des esclaves, on ne connaît pas la date de naissance exacte d'Harriet Tubman. On estime qu'elle est née entre 1820 et 1825. On s'accorde communément sur l'année 1822. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'Harriet est née dans une plantation du bord de la rivière Blackwater, à Madison, dans le Maryland. Le Maryland, un État américain situé juste en dessous de la Mason-Dixon Line, cette fameuse ligne de démarcation qui sépare d'un côté les États du Nord, abolitionnistes, et de l'autre, les États du Sud, esclavagistes. Le Maryland est donc un État du sud des États-Unis, dans lequel l'esclavage est encore et toujours en vigueur. C'est dans cet État qu'Harriet passe les 27 premières années de sa vie réduite en servitude. Elle fait partie d'une grande famille d'esclaves. Elle a 9 frères et sœurs. Mais très tôt, il et elle sont séparés. Oui, il est fréquent dans le système esclavagiste d'isoler les membres d'une même famille, en les vendant à différents propriétaires. C'est le cas de sa famille dont les membres sont répartis dans plusieurs plantations. Pour ce qui est d'Harriet, elle se souvient de son premier maître comme quelqu'un de plutôt juste. En tout cas, elle ne le considère pas comme un sadique. En revanche, comme beaucoup de propriétaires, il loue souvent ses esclaves à d'autres pour se faire de l'argent. Et parmi ses maîtres temporaires, Harriet se rappelle d'hommes extrêmement cruels. Ouais, malheureusement, la cruauté est presque banale dans le traitement des esclaves afro-américains. Le quotidien d'Harriet ressemble à celui de nombreux autres esclaves. Travail dans les champs, gestion du bois, manutention, mais
elle se fait remarquer pour sa puissance physique qui impressionne. De toute évidence, Harriet est une force de la nature dès son plus jeune âge. Un jour, la jeune femme est embauchée par une certaine Miss Suzanne. Si celle-ci est plutôt généreuse concernant la nourriture et les vêtements, elle se montre impitoyable dès lors que ses attentes ne sont pas comblées. Harriet découvre le fouet. Il plane comme une menace, une épée de Damoclès qui s'abattra sur elle si elle ne parvient pas à satisfaire les envies de sa maîtresse. Et malheureusement, Miss Suzanne décide de faire passer Harriet du travail des champs au travail domestique. Oui, je dis malheureusement car notre héroïne n'a jamais travaillé à l'intérieur d'une maison de propriétaire d'esclaves. Elle ne connaît pas les exigences de Miss Suzanne, alors celle-ci n'hésite pas à utiliser le fouet comme correction. Comme pour tous les esclaves aux États-Unis, le traitement que reçoit Harriet est inhumain, cruel et barbare. En plus du ménage, elle doit s'occuper d'un nourrisson malade qui n'arrête pas de pleurer. Et à chaque crise de larmes du bébé, elle doit subir les foudres et les châtiments corporels de la maîtresse de maison. Insatisfaite, Miss Suzanne renvoie Harriet à son maître, qui la loue à un nouvel homme encore plus cruel, encore plus violent. Oh, vous pensez que c'est impossible? Eh bien, détrompez-vous. Consumé par la rage, le nouveau maître lui lance un poids sur la tête. Cela lui brise le crâne et lui inflige la plus grande séquelle de sa vie. À côté, les cicatrices laissées par les coups de fouet ne sont rien. Le choc rend Harriet épileptique et narcoleptique. Elle tombe tantôt dans des phases de somnolence intense, tantôt dans des crises épileptiques. Cette blessure n'a pas qu'une incidence sur sa santé. Elle impacte directement sa valeur. Rappelons que dans le système esclavagiste, les esclaves sont totalement déshumanisés et considérés comme de vulgaires marchandises. Aux yeux de son maître, Harriet n'est plus qu'un objet cabossé, dénué de toute valeur marchande. La jeune femme est tout simplement effrayée. Elle a peur d'être revendue à une autre plantation, où elle serait à nouveau maltraitée. Déjà très croyante, Harriet se met à prier jour et nuit. D'abord, elle prie pour que son vieux maître change d'avis sur son sort. Bien sûr, cela n'arrive pas. Il tente sans relâche et sans succès de la vendre. Alors elle se met à prier pour qu'il meure. Et, comme un miracle, quelques semaines plus tard, le vieil homme décède. Malheureusement, cela ne suffit pas, car il a laissé un testament. Celui-ci stipule que ses esclaves seront vendus à l'intérieur de l'État du Maryland. Si beaucoup sont rassurés de savoir qu'ils n'iront pas à l'autre bout du pays, Harriet, elle, est toujours inquiète. Si elle doit rester, elle prédit le pire. Entre ses séquelles au cerveau et sa grande foi religieuse, qui relève presque du mysticisme, Harriet a beaucoup d'hallucinations. Elle a l'impression d'entendre Dieu et fait de nombreux rêves qu'elle considère prémonitoires. En ce qui concerne l'avenir des esclaves du vieil homme décédé, elle a des visions dans lesquelles elle perçoit un futur sombre auprès de propriétaires encore plus sadiques que tous ceux qu'elle a connus jusque-là. Oh, qu'on y croit ou non, de manière générale, Harriet est dotée d'une grande intuition qu'elle décide systématiquement de suivre. Et cette fois-ci, son instinct lui intime l'ordre de s'enfuir. Elle n'a plus d'autres options. La jeune femme voudrait bien communiquer sur sa future évasion à ses camarades et à sa famille, notamment à sa mère qui travaille dans la même plantation. Seulement, elle a peur de leur indiscrétion. Elle craint qu'ils essaient de l'en dissuader, ou pire, qu'ils la dénoncent. Alors, pour partager discrètement ses intentions, elle utilise le moyen de communication privilégié des esclaves, à savoir le chant. Il faut dire qu'ils sont surveillés
Ils ne peuvent pas communiquer librement sans éveiller la curiosité des maîtres. Ces derniers redoutent plus que tout une mutinerie de leur main-d'œuvre. Pour parer à toute éventuelle rébellion, ils empêchent les discussions entre esclaves. Le chant devient alors le seul moyen d'échanger des informations. Bien sûr, il ne faut surtout pas éveiller le moindre soupçon. Alors la communication se fait avec des chants religieux, des gospels, qui leur permettent de s'exprimer librement. Ainsi, lorsqu'un esclave chante qu'il va bientôt arriver en terre promise, il signifie directement aux autres qu'il va s'enfuir. C'est exactement ce que fait Harriet lorsqu'elle fredonne ces mots. Je vous reverrai au matin, en sécurité dans la terre promise, sur l'autre rive du Jourdain, en route pour la terre promise. Ses intentions sont claires. Sa décision est prise. Elle s'évadera dans la nuit. Elle n'a pas réellement de plan en tête, ni même de destination d'ailleurs. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit suivre l'étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse qui indique la direction du pôle Nord. L'étoile du Nord l'éclairera et la guidera comme un phare dans la nuit pour la mener dans sa terre promise à elle, les États abolitionnistes du Nord des États-Unis. L'État nordiste le plus proche du Maryland est la Pennsylvanie. Et ça tombe bien. C'est aussi un État qui a déjà aboli l'esclavage. Alors va pour la Pennsylvanie. À la nuit tombée, Harriet se dirige seule vers le portail de la plantation, avec la ferme intention de ne plus jamais y revenir. Même si la Pennsylvanie est voisine du Maryland et, en théorie, assez proche, Harriet doit parcourir pas moins de 150 km à pied. Oh, bien sûr, au moment de fuir, la jeune femme n'a pas toutes ces données en tête. La Pennsylvanie est d'ailleurs un objectif assez flou. Tout ce dont elle est sûre, c'est qu'elle doit marcher vers le nord, sans se poser trop de questions. Il faut foncer, pas le temps de tergiverser. Le moindre faux pas, le moindre contretemps, la moindre hésitation, tout ça pourrait lui coûter la vie. Alors ni une ni deux, Harriet s'élance sur le chemin de la liberté tant convoité. Entre l'adrénaline, la fatigue et sa foi religieuse, elle a l'impression d'avoir déjà passé l'arme à gauche et d'être arrivée au paradis. Ou est-ce la liberté qui lui donne cette impression? Malheureusement, la route est longue et ce sentiment de plénitude retombe assez rapidement. En fait, Harriet prend conscience qu'elle est seule. Je ne parle pas de son trajet, mais de la solitude qui l'attend une fois libre. Elle a laissé sa famille et ses amis derrière elle. Personne ne l'attend au bout du voyage. Si cette pensée sombre lui traverse l'esprit, la jeune femme ne se laisse pas abattre. Sa détermination est sans faille. Elle ne perd pas de vue son objectif, la liberté. Le reste, c'est une inconnue. Une énigme dont Harriet n'a pas encore la réponse. Alors, qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté de la Mason-Dixon Line? Le mystère reste entier. Sur le chemin de sa quête de liberté, Harriet Tubman ne reste pas seule bien longtemps. Durant son périple, elle croise la route de l'Underground Railroad. Littéralement, le chemin de fer clandestin. C'est un réseau qui aide les esclaves fugitifs pour les guider vers les États abolitionnistes ou pour se cacher. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi on parle de chemin de fer clandestin. Qu'est-ce que la voie ferrée et les trains ont à voir avec la fuite des esclaves?
Il faut savoir qu'en 1849, le chemin de fer vient tout juste de faire son apparition aux États-Unis. Ce n'est pas tant que l'Underground Railroad l'utilise dans son organisation, mais plutôt qu'il s'en sert comme d'une métaphore utilisée pour parler en langage codé. Par exemple, un chef de station sert à désigner la personne qui héberge des esclaves en fuite. On parle aussi d'un conducteur, pour qualifier celui qui emmène les fugitifs d'un endroit à un autre. Mais qui peut bien faire partie de cette organisation secrète ? Eh bien, l'Underground Railroad réunit plusieurs types de personnes. Il y a bien sûr celles et ceux qui, comme Harriet Tubman, ont réussi à s'évader. Des Noirs libres et des anciens esclaves, mais pas que. Une grande partie de l'organisation est constituée de Quakers. Les Quakers, c'est une communauté religieuse originaire d'Angleterre qui prêche le pacifisme et la philanthropie. Les Quakers refusent toute forme de hiérarchie et de privilèges entre les individus. Ils croient fermement à l'idée que Dieu est impartial. Comme pour beaucoup d'abolitionnistes, les Quakers considèrent que l'esclavage est incompatible avec la philosophie de Dieu. C'est donc conformément à leurs croyances religieuses qu'ils militent contre l'esclavage. Ils jouent un rôle vital dans l'organisation de l'Underground Railroad, à la fois en aidant les esclaves en fuite, mais aussi en étant des alliés qui facilitent leur installation et leur intégration dans les États abolitionnistes. Au terme d'un long et dangereux périple, Harriet Tubman réussit à atteindre la Pennsylvanie. Elle arrive dans la ville de Philadelphie, où elle trouve rapidement des petits boulots lui permettant de subvenir à ses besoins. Même si son évasion a été un succès, elle ne compte pas s'arrêter là. Harriet n'oublie pas toutes celles et ceux qu'elle a laissés derrière elle. Elle sait que l'enjeu est plus grand que sa propre libération. Elle veut libérer tous les esclaves. Son objectif est clair. L'abolition de l'esclavage dans tout le pays. Alors, dès qu'elle le peut, elle met un peu d'argent de côté pour financer ses futures missions de libération. Elle devient à son tour une membre active de l'Underground Railroad. Elle rallie des gens à la cause. Au vu des enjeux, l'organisation de l'Underground Railroad est très bien rodée. Harriet s'engage pleinement et fait de nombreux allers-retours entre le Sud et le Nord pour mener à bien des opérations de libération. Force est de constater qu'elle excelle dans son nouveau rôle. Elle se fait très vite remarquer et devient de plus en plus connue, aussi bien auprès des esclaves, qui voient en elle l'espoir d'une nouvelle vie, qu'auprès des propriétaires qui craignent que leurs esclaves ne suivent la même voie qu'elle. Sa notoriété est telle que sa tête est mise à prix. On offre jusqu'à 40 000 $ de récompense à celui ou celle qui parviendra à capturer Harriet Tubman. Elle devient une cible privilégiée des chasseurs de primes. Son nom est placardé partout, sur des avis de recherche, accompagné d'une description dans laquelle on peut lire qu'elle est analphabète. Alors, Harriet se met à voyager avec toujours en main une Bible ou un journal qu'elle fait semblant de lire. Parfois même, elle se déguise pour passer incognito, malgré les nombreuses affiches où son nom apparaît en dessous des grandes lettres majuscules indiquant « Wanted ». Même si elle est rusée, même si elle a toujours un coup d'avance pour confondre ses ennemis, il n'en reste pas moins qu'elle est très recherchée, et donc constamment en danger. D'autant plus qu'en septembre 1850, le Congrès américain adopte une nouvelle loi, la Fugitive Slave Act, la loi des esclaves fugitifs. Désormais, toutes celles et ceux qui aident ces derniers à fuir peuvent être poursuivis en justice. Et pire encore, les esclaves venus du Sud et ayant trouvé refuge dans les États du Nord peuvent dorénavant être retournés en asservissement dans le Sud s'ils sont attrapés. Même si la Pennsylvanie est un État abolitionniste, ce n'est plus la terre promise qu'Harriet fantasmait. L'Underground Railroad ne peut plus guider les esclaves vers cet État sereinement. Il faut trouver une nouvelle terre d'accueil. Oui, mais où aller ?
Harriet décide de monter encore plus au nord. C'est donc au Canada qu'elle emmène désormais les fugitifs. Au total, elle effectue une 20aine de voyages pour tenter de sauver un maximum de personnes. Dès lors, elle alterne entre les périodes de travail alimentaire et les missions de l'Underground Railroad. De longs voyages de nuit, à pied, à travers montagnes, forêts, mais rivières, la boule au ventre et le danger aux trousses. Quand on connaît le péril que représentent ces trajets et les représailles potentielles, une 20aine de voyages, c'est considérable. Mais Harriet ne perd jamais de vue l'objectif final de la libération. Elle le sait. Le long chemin pour y parvenir ne laisse pas de place au doute. Si la fuite vers la liberté est comme un train dont Harriet serait la conductrice, celle-ci affirme que, contrairement à la plupart des conducteurs, elle n'a jamais fait dérailler son train et elle n'a jamais perdu un seul passager. Même s'il n'y a pas vraiment d'archives ou de traces écrites de ces opérations, on estime que grâce à Harriet et ses nombreux trajets entre le Maryland et le Canada, près de 300 esclaves auraient été libérés. Pour les esclaves noirs, Harriet incarne l'espoir, la liberté. Elle écope d'ailleurs d'un surnom évocateur. On l'appelle la Moïse noire, car comme le prophète Moïse, elle montre la voie. Et si la comparaison fonctionne, c'est parce que les Hébreux et les Afro-Américains connaissent un destin similaire. Dans la Bible, le peuple hébreu est libéré de l'esclavage qu'il subit en Égypte par Moïse. Aux États-Unis, les esclaves noirs américains sont libérés par Harriet Tubman. Cette comparaison n'est pas seulement anecdotique. En fait, la religion est utilisée comme justification du système esclavagiste par les sudistes. La Bible raconte que Noé a maudit sa descendance en la condamnant à la servitude. Laissez-moi vous expliquer brièvement cette malédiction. Pour cela, il faut revenir sur ce qu'il se passe après le déluge et le fameux épisode de l'Arche de Noé. Après le cataclysme, Noé envoie ses 3 fils repeupler la terre. Son fils, Cham, part en Afrique, tandis que les 2 autres s'installent au Moyen-Orient et en Europe. Un jour, Cham surprend son père ivre et nu et le raconte à ses frères. Comme son fils n'a pas respecté son intimité, Noé décide de maudire la descendance de Cham et de la condamner à être l'esclave de ses frères, c'est-à-dire esclave des peuples du Moyen-Orient et de l'Europe. Cham étant installé en Afrique, c'est toute sa descendance africaine qui est ainsi condamnée à la servitude. C'est en tout cas l'argument religieux et fallacieux qui est utilisé pour justifier l'esclavage des populations issues du continent africain. Alors quand Harriet est surnommée la Moïse noire, c'est à la fois une référence, mais aussi un détournement de cette prétendue justification religieuse. Ce surnom montre aussi qu'elle est devenue une personnalité incontournable de la lutte contre l'esclavage. Sa pugnacité et son courage forcent le respect, même auprès de ses ennemis. Malgré tous les avis de recherche en circulation, Harriet Tubman continue son combat. Elle ne le sait pas encore, mais bientôt. Un événement historique va lui permettre de s'engager encore davantage. Harriet Tubman a environ 40 ans lorsque la guerre de sécession éclate. Nous sommes alors en 1861. Cette guerre civile voit s'opposer 2 visions des États-Unis. D'un côté, les États du Nord, aussi appelés l'Union, dirigée par le président américain Abraham Lincoln. De l'autre, les États du Sud, aussi appelés États confédérés, qui ont fait sécession du reste des États-Unis. Ils sont dirigés par le président sudiste Jefferson Davis. L'économie des États du Nord s'appuie alors sur le développement de l'industrie, tandis qu'au Sud, elle repose essentiellement sur le travail agricole.
Le système esclavagiste permet d'exploiter une grande force de travail pour capitaliser sur cette activité en soi peu rémunératrice. Les différends entre le Nord et le Sud ne sont pas nouveaux. Ils existent depuis la fondation même du pays en 1776. Mais ce qui déclenche cette guerre de sécession, c'est l'élection du président républicain Abraham Lincoln. Il est un fervent opposant à l'esclavage et souhaite étendre sur tout le territoire américain l'abolition déjà en vigueur dans les États du Nord. Dès son élection le 4 mars 1851 et avant même son entrée en fonction, les États du Sud esclavagistes ont décidé de rompre avec le Nord. Alors que la moitié du pays ne reconnaît pas l'autorité de son nouveau président, il est impossible pour Abraham Lincoln de diriger un pays complètement divisé. Au nord comme au sud, la guerre se prépare. Elle se déclare finalement en avril 1861, lors d'une attaque des sudistes en Caroline du Sud. Sans hésiter la moindre seconde, Harriet Tubman décide de s'engager aux côtés des États du Nord. Elle rejoint donc les troupes de l'Union. Sa première mission est celle d'infirmière. La guerre civile est extrêmement sanglante. Elle reste d'ailleurs à ce jour la guerre la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Alors, Harriet s'efforce de soigner les milliers de soldats atteints de dysenterie ou de la variole. Mais ses journées de travail ne s'arrêtent pas là. Le soir, quand elle rentre chez elle, elle cuisine en grande quantité pour vendre sa nourriture aux garnisons. Il ne s'agit pas là d'une activité supplémentaire pour arrondir ses fins de mois, non, mais bien d'un besoin vital pour elle. Ses ventes constituent sa seule source de revenus. Malgré son travail d'infirmière auprès des soldats du Nord, Harriet ne reçoit pas de salaire. Son engagement est bénévole, alors même qu'il est essentiel. Elle doit redoubler d'inventivité pour continuer à gagner sa vie. D'ailleurs, son rôle ne se limite pas à celui d'infirmière. Très vite, elle devient une espionne redoutable. Oui, je vous explique. Lorsque les troupes du Nord arrivent dans le Sud, les esclaves ne les voient pas forcément comme des libérateurs en puissance. Ils ont peur des Blancs, peu importe l'uniforme qu'ils portent. En tant que femme noire, Harriet Tubman est une personnalité clé dans l'obtention de renseignements par les troupes du Nord. Elle parvient à devenir la confidente des esclaves et capte ainsi des informations cruciales. Avec toutes ses opérations de sauvetage via l'Underground Railroad, son expérience de terrain est précieuse. Elle ne peut plus rester à l'arrière, à guérir des soldats, non. Elle doit se rendre sur le front. Elle est sollicitée au plus haut de la hiérarchie militaire. En 1863, les généraux veulent l'embarquer dans leur prochaine expédition. Un raid nordiste en Caroline du Sud. Elle se retrouve même à la tête d'une petite équipe composée de plusieurs hommes et devient alors la première femme à diriger une expédition armée. Le plan est simple. 3 bateaux à vapeur vont attaquer les plantations sudistes grâce aux officiers canonniers à leur bord. En même temps, il faut parvenir à faire embarquer les esclaves dans les bateaux pour les libérer du joug de leur maître. Au préalable, Harriet réussit à faire passer le mot dans les plantations que, je cite, « les canonnières de Lincoln viennent pour les libérer ». Pendant l'attaque, les esclaves, d'abord craintifs, s'enfuient et se cachent dans les forêts environnantes. Peu à peu, ils prennent conscience de l'opportunité que représentent ces 3 bateaux à vapeur. Halte en presse, il faut faire vite.
Les esclaves accourent finalement vers les navires et parviennent toutes et tous à embarquer. Au cours de ces opérations, près de 800 esclaves sont montés à bord des bateaux, quittant ainsi les plantations et l'asservissement. Tantôt infirmières, tantôt espionnes, tantôt cuisinières, tantôt éclaireuses. Harriet se rend indispensable dans le camp de l'Union. Elle qui est très croyante est convaincue que c'est sa vocation, sa mission, sa destinée. Cette guerre, c'est presque comme si elle l'avait attendue. D'ailleurs, elle affirme en connaître l'issue. Pour elle, il ne fait aucun doute que les États du Nord gagneront et que l'esclavage sera définitivement aboli. L'histoire ne tarde pas à lui donner raison. 4 ans après le début de la guerre, la paix est actée à l'été 1865. Pour ce qui est de l'esclavage, le président Abraham Lincoln avait proclamé l'émancipation des esclaves dès 1863, pendant la guerre. Son geste était aussi stratégique, car l'émancipation permet aux anciens esclaves de s'enrôler dans l'armée, aux côtés des troupes de l'Union. Toujours est-il que la proclamation de l'émancipation est une première étape vers l'abolition. Il faut donc attendre 2 ans de plus pour qu'à la fin de la guerre, le Sénat et le Congrès américain votent la fameuse proposition du 13e amendement de la Constitution qui abolit l'esclavage sur tout le territoire américain. Même si Harriet rêve de ce jour depuis qu'elle est née, elle a l'impression que la lutte n'est pas terminée. La victoire des États du Nord et l'abolition de l'esclavage ne marquent pas la fin de son combat. Harriet est bien consciente qu'elle n'est pas qu'une personne noire. Elle est une femme noire. Si elle n'est plus asservie par un système esclavagiste, elle reste soumise au patriarcat. Elle est libre, mais pas autant qu'un homme. La lutte des femmes noires pour l'égalité ne fait que commencer. Militante antiraciste et féministe, Harriet Tubman est une personnalité influente. Elle incarne une frange de la population alors inaudible dans la société américaine, celle des femmes noires. Sa voix compte, sa voix est politique. Harriet est approchée par des femmes abolitionnistes blanches pour rejoindre la lutte. Elle s'engage donc aux côtés des suffragistes qui se battent pour l'élargissement du droit de vote aux femmes. Harriet est invitée à tous leurs meetings. Même si elle n'aime pas vraiment prendre la parole en public, elle y est fortement encouragée par des figures emblématiques du mouvement américain pour les droits des femmes, comme Susan B. Anthony ou Elizabeth Cady Stanton. Harriet se met à raconter son histoire lors de conférences. Quand on lui demande si elle croit que les femmes devraient avoir le droit de vote, elle répond qu'à titre personnel, elle a, je cite, « assez souffert pour le croire ». Ces meetings féministes sont une formidable tribune, mais son histoire doit être entendue de toutes et tous. C'est en tout cas ce que croit l'écrivaine et historienne américaine Sarah Hopkins Bradford, qui souhaite rédiger ses mémoires. Harriet, qui ne sait ni lire ni écrire, accepte. Elle aimerait mieux maîtriser le récit de sa vie en l'écrivant elle-même, mais elle se réjouit tout de même que son témoignage puisse être lu. Aussi, elle accepte la rédaction de ses mémoires pour une raison beaucoup plus pragmatique. Rappelons que malgré son apport indéniable dans la guerre civile, Harriet ne touche pas la moindre pension militaire. Elle vit dans une très grande pauvreté, un dénuement quasi total. Avant même la fin de la guerre, les récits d'anciens esclaves sont presque devenus un genre à part entière, un genre littéraire très populaire qui supporte l'abolitionnisme. Certains récits ont même été transformés en fiction. C'est le cas du livre « La case de l'oncle Tom » de Harriet Beecher Stowe, paru en 1852. Peut-être que vous ne connaissez pas ce roman. Pourtant, c'est le best-seller du 19e siècle. Rendez-vous compte, à cette époque, c'est le 2e livre le plus vendu derrière la Bible, rien que ça. Harriet connaît la case de l'oncle Tom et se dit que si son histoire peut contribuer à la lutte abolitionniste tout en lui permettant de vivre dignement, il n'y a aucune raison de ne pas écrire ses mémoires.
D'ailleurs, ce témoignage, elle l'envisage aussi comme un faire-valoir, une preuve de son travail durant la guerre de sécession qui, elle l'espère, lui permettra de recevoir enfin une pension militaire. Jusque-là, Harriet a touché seulement $200 pour ses 3 années de service. C'est bien peu, me direz-vous, et elle le sait. Depuis la victoire, elle cherche désespérément un moyen d'obtenir une compensation financière. En 1890, près de 30 ans après la fin du conflit, Harriet soumet une demande officielle au Congrès. Elle fait alors une déclaration sous serment dans laquelle elle réclame un paiement unique de $1 800 pour, je cite, 3 années de service, en tant qu'infirmière et cuisinière dans les hôpitaux et en tant que commandante de 9 hommes éclaireurs durant la dernière guerre. Pour établir le montant de sa compensation, Harriet s'est bien renseignée. Les soldats blancs recevaient $13 par mois. Les soldats afro-américains, $10. Les infirmières étaient souvent bénévoles, bien que la surintendante touchait $11 par mois, tandis que les cuisinières gagnaient entre 6 et $10. Il est évident qu'Harriet mérite plus que $200 pour son travail. Le 25e président des États-Unis, William McKinley, accède finalement à sa demande. Elle obtient réparation, enfin, pas exactement. Au lieu de lui accorder une pension militaire, le président approuve en 1899 une augmentation de sa pension de veuve. En effet, en 1844, Harriet s'était mariée avec John Tubman, mais l'avait laissé derrière elle quand elle s'était enfuie de la plantation. Elle était venue le chercher, mais il avait trouvé une autre partenaire. Et puis, de toute façon, il ne formait pas un couple très uni, lui pouvant se montrer très dur, voire carrément violent. Toujours est-il qu'elle touche une pension de veuve depuis la mort de son mari. Harriet ne verra jamais la pension militaire de $1 800 qu'elle réclame à l'État. En revanche, sa pension de veuve passe de 8 à $20 par mois. Même si c'est loin d'être satisfaisant au regard de sa contribution, cette augmentation lui permet de finir dignement sa vie. Et c'est l'État de New York qu'Harriet choisit pour couler ses vieux jours. Elle s'installe dans la ville d'Auburn avec son nouvel époux, un certain Nelson Charles Davis, vétéran de la guerre de sécession comme elle. Bien qu'âgée, elle est toujours engagée. Collée à sa maison d'Auburn, elle construit un hospice dédié à l'accueil des populations afro-américaines malades et âgées. C'est ici qu'elle finit ses jours, entourée de sa famille et de ses amis. Harriet Tubman meurt le 10 mars 1913 à un âge avancé. On estime qu'elle avait environ 90 ans, bien au-delà de l'espérance de vie moyenne de l'époque, qui est alors de 50 ans. Lors de son enterrement, Harriet reçoit enfin les honneurs militaires. L'incroyable destin d'Harriet Tubman est documenté, ce qui n'est pas le cas de tous les esclaves. Son histoire fait exception, tant dans le fond, car son courage, sa bravoure et son sang-froid sont exceptionnels, que dans la forme, pour la simple et bonne raison qu'il est l'un des seuls récits de femmes esclaves qui nous est parvenu. Depuis les années 1990, notre héroïne atteint la reconnaissance populaire aux États-Unis. La loi du 13 mars 1990 fait du 10 mars le Harriet Tubman Day, une journée de commémoration pour célébrer son action pour l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui encore, Harriet Tubman reste une figure emblématique des États-Unis. En 2016, elle est arrivée en tête d'une consultation populaire qui devait choisir une nouvelle personnalité à faire apparaître sur les billets de $20. Jusque-là, c'était l'ancien président raciste et esclavagiste Andrew Jackson qui y figurait. Harriet aurait dû être la première personnalité afro-américaine et la 3e femme à apparaître sur un billet de banque américain. La suite, vous la devinez peut-être. Quelques mois plus tard, Trump est élu président des États-Unis et rejette le projet. Le sujet
devrait être remis sur la table en 2028. Il ne reste plus qu'à espérer qu'Harriet Tubman atteigne cette consécration. Voilà pour ce récit, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Clara Brelot et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.